Au titre de l'actualité, une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo a visité le siège du Trésor Monnaie. Une rencontre portant sur les possibilités pour BMI World Financial Services de pénétrer le marché en RDC. L'information a été donnée depuis le mois de janvier 2024. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est certifiée ISO 9001, ce qui fait de la première école à avoir la certification. En marge de la journée africaine de lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a envisagé une nouvelle loi, une loi dédiée à la protection des lanceurs d'alerte. Et l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a servi de cadre pour la cérémonie de remise de certificats de fin de formation aux auxiliaires de gérontologie. Les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur la télé utile. En ouverture de ce journal, une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo a visité ce lundi le siège du Trésor Monnaie de la société BMI World Financial Services à Abidjan. L'objectif de cette rencontre était de réfléchir sur les possibilités pour BMI World Financial Services de pénétrer le marché en implémentant les solutions ivoiriennes en RDC. Une rencontre fructueuse qui aboutira dans les prochains jours à une visite de la partie ivoirienne en RDC, le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Maru Seri. Michel Maswapi Kipundo, directeur du climat des affaires de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, était ce lundi 8 juillet 2024 au siège de la BMI World Financial Services à Abidjan. Avec sa délégation, ils ont présenté aux promoteurs des plateformes TrésorPay et Trésor Monnaie les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo en termes de transformation digitale de l'économie. Après avoir permis à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place des outils de paiement à la disposition des contribuables et opérateurs économiques, la BMI World Financial Services se lance dans le marché congolais avec la même conviction et sera accompagnée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Aujourd'hui, nous avons reçu la délégation de l'ANAPI. Le but de cet échange est de faire la même chose que nous avons fait pour l'État de Côte d'Ivoire, mais au niveau du Congo. Donc, de passer par l'ANAPI, et qui sera notre porte d'entrée au niveau du Congo, pour implémenter nos différentes plateformes, nos différentes solutions au sein du Congo. Et l'ANAPI sera pour nous la porte d'entrée pour nous mettre bien évidemment en relation avec les décisionnaires au niveau de la République démocratique du Congo. L'ANAPI d'abord, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a pour mission de faire la promotion spécifique des investissements en RDC et l'assainissement de l'environnement des affaires. Alors ce projet, la société BMI, World Financial Service, va résoudre deux problèmes ou va s'aligner au niveau de deux missions, celle d'assainir le climat des affaires et celle de promotion des investissements. Comme vous le savez, la RDC a un grand potentiel fiscal. Si vous calculez le potentiel fiscal et l'effort fiscal, il y a un gap très énorme. Et comment arriver à combler ce gap? C'est au travers de l'intelligence artificielle, l'arme utilisée aujourd'hui par l'entreprise BMI. Après des échanges entre les deux délégations, une visite de la BMI a permis à la délégation congolaise de toucher du doigt le dispositif mis en place pour sécuriser les plateformes et surtout son call center. La prochaine rencontre entre les deux délégations est prévue dans quelques semaines en République démocratique du Congo, où la délégation ivoirienne rencontrera par l'entremise de l'ANAPI les autorités congolaises. Et au chapitre enseignement supérieur, depuis le mois de janvier 2024, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est certifiée ISO 9001 version 2015 à l'issue d'un processus d'audit du cabinet Top Management. Cette distinction fait de l'établissement la première école à avoir la certification ISO 9001 version 2015
L'information a été donnée par le président de l'UMESI, René Nyalega, lors d'une conférence qu'il a animée le lundi dernier en présence du personnel de l'université et des journalistes. Le point avec Zinab Dosso et c'était ici. Près de 2 ans de vérification, de contrôle, d'audit du système de management de l'UMESI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, pour enfin aboutir à la certification ISO 9001, version 2015, référentiel du management de qualité. Le président René Nyalega Macagnon et le personnel de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire peuvent se féliciter. Cette certification vient faire de l'école la première en Côte d'Ivoire certifiée selon la norme ISO 9001, version 2015, après avoir glané la 3e place de la meilleure université de Côte d'Ivoire. Elle permettra aux responsables de l'UMESI de revoir en permanence le processus interne en améliorant l'organisation et en nouant des partenariats à l'étranger. Alors la certification, pour nous, c'est le respect de la norme internationale au niveau de la qualité. La qualité est donc notre credo. Et de façon internationale, le bureau Veritas nous a donné le certificat. Et l'UMESI est ainsi la première université en Côte d'Ivoire à avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2015. Et cela ne pouvait pas passer sous silence. Il faut non seulement respecter la norme internationale, le référentiel au niveau de la norme internationale, mais cela nous oblige, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, à rehausser le niveau de la qualité. Une certification à valeur internationale délivrée par le cabinet Top Management selon plusieurs critères. Quand on prend un tel projet, la direction appelle un cabinet expert qui est expert dans le domaine. Notre rôle, c'est de les aider à mettre en application les référentiels de cette norme-là, qui n'est pas facile. Voilà, donc nous, notre rôle, après, on a fait 12 mois de mise en œuvre du référentiel. Donc après les 12 mois, voilà, on a estimé que l'UMESI est apte à être évalué. Avec la certification ISO 9001 version 2015, l'UMESI se projette avec plus de perspectives, de défis à relever, entre autres faire sortir de terre l'université de Yamoussoukro et favoriser l'entrepreneuriat en étant en relation avec le monde du travail et en multipliant les partenariats. En marge de la journée africaine de lutte contre la corruption qui se tiendra le 11 juillet 2024 avec pour thème « Mécanisme de protection efficace des lanceurs d'alerte, outils essentiels dans la lutte contre la corruption », la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a envisagé le lundi dernier une nouvelle loi pour les lanceurs d'alerte. Il a pour objectif de mettre en lumière l'importance de protéger ceux qui dénoncent les actes de corruption. Diane Kablancan pour plus de détails. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Côte d'Ivoire évaluée par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le FMI en juin 2022 a reçu des recommandations soulignant la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Actuellement, bien que le dispositif juridique ivoirien prévoit la protection des dénonciateurs et témoins, une loi spécifique pour les lanceurs d'alerte manque encore. Ainsi, un atelier organisé par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, la société civile et d'autres entités s'est tenu à la résidence Limania. Cet événement vise à élaborer un cadre commun pour la préparation d'une loi nationale et d'un guide technique qui définisse les modalités de protection des lanceurs d'alerte en prélude à la Journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet 2024. La protection des lanceurs d'alerte est un vrai sujet que les autorités ivoiriennes ont décidé de régler, parce que les lanceurs d'alerte sont des individus, des acteurs clés, dont la mission n'est pas seulement de déclencher un processus judiciaire, mais la mission de protection des lanceurs d'alerte, c'est de donner l'alerte sur tous les cas de dysfonctionnement afin de permettre aux autorités concernées de prendre des mesures.
et c'est un dispositif essentiel pour garantir la transparence dans le service public, pour garantir le principe de la redevabilité et pour renforcer la confiance entre l'administration et les administrés. Les travaux de l'atelier ont permis d'assurer une meilleure protection des lanceurs d'alerte, renforçant ainsi la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme en Côte d'Ivoire, tout en identifiant les lacunes actuelles et proposer des solutions concrètes pour une protection efficace des lanceurs d'alerte. Nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, nous allons en sortir avec des recommandations pour un projet de loi spécifique qui vise la protection des personnes qui signalent des faits de corruption ou des irrégularités, que ce soit dans le cadre du secteur public, mais également du secteur privé. Les conclusions et recommandations de cet atelier serviront de base pour l'élaboration future d'une législation spécifique, consolidant ainsi les efforts du pays dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Et pour parler toujours de la lutte contre la corruption, je reçois à présent l'invité du JT. La corruption sous toutes ses formes continue de faire parler d'elle. Ce phénomène retient l'attention des décideurs, des chercheurs et des organisations de la société civile. Le 11 juillet de chaque année marque la journée africaine de la lutte contre la corruption. Cette année, la 8e édition sera célébrée sous le thème « Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte », un outil essentiel de la lutte contre la corruption. De quoi il sera question au cours de cette journée? Quels sont les enjeux de la commémoration de la JALC? C'est avec Dr Christophe Kwame, le président de Civis Côte d'Ivoire, que nous en saurons davantage. Bienvenue sur notre plateau, docteur. Merci de nous donner la parole. Le thème de la commémoration de cette journée est « Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte », un outil essentiel de la lutte contre la corruption. Qui sont appelés les lanceurs d'alerte? Alors, un lanceur d'alerte, la définition n'a pas été fermée par le législateur pour qu'à tout moment, toute personne puisse rentrer dans cette catégorie. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'État de Côte d'Ivoire a trouvé utile de prendre une loi pour que les personnes puissent être encouragées, motivées à dénoncer la corruption. Donc, toute personne qui est dans un organisme, toute personne qui travaille à la fonction publique, toute personne qui travaille dans le privé ou tout citoyen qui observe, qui est témoin d'un acte de corruption peut être appelé lanceur d'alerte. D'accord, mais est-ce que la Côte d'Ivoire a pris la pleine mesure de la protection de ces lanceurs d'alerte? En effet, depuis 2018, la Côte d'Ivoire a une loi, c'est la loi 570-2018, qui protège les lanceurs d'alerte, mais l'État de Côte d'Ivoire va plus loin. Protège les lanceurs d'alerte, protège les dénonciateurs, leurs familles et toutes les personnes comme les experts qui vont travailler sur le dossier. Donc, une loi existe. L'État a pris la pleine mesure. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la vulgarisation de cette loi pour que les citoyens sachent que s'ils dénoncent un acte de corruption, ils pourraient être protégés et connaître les procédures de protection. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour connaître ces mesures de protection? Est-ce que ces mesures sont vulgarisées? Est-ce que la population est au parfum de ces mesures? Premièrement, on nous dit dans une république que nul n'est censé ignorer la loi. Deuxièmement, si vous voyez que dans la République de Côte d'Ivoire, des ONG comme Civis, la Garde citoyenne et le réseau ivoirien des leaders s'associent pour aller à Gagnoa, c'est pour faire de la sensibilisation, de la vulgarisation de ces lois pour que les citoyens sachent que la corruption n'est pas une fatalité et que la dénonciation peut les mettre, il existe des lois et des procédures pour les mettre à l'abri. Donc, je demande aux citoyens d'Abidjan, de Gagnoa, de partout, de suivre l'actualité, de savoir que le 11 juillet 2024, il y aura à Abidjan et dans plusieurs communes, dans plusieurs localités, des activités de lutte contre la corruption pour commémorer la journée africaine de lutte contre la corruption. Pour ma part, pour Civis et pour la Garde citoyenne et le réseau ivoirien des leaders, ce sera à Gagnoa le 11 juillet. Justement, quels sont les enjeux de la commémoration de cette journée africaine? Vous savez, la Côte d'Ivoire a donné une loi, mais cette loi est détaillée. Qui on protège dans la loi? On protège, en plus du dénonciateur,
sa famille, les experts qui ont travaillé sur le dossier. Mais comment on les protège? Qui les protège? Par exemple, il y a plusieurs mesures. Il y a des mesures judiciaires, il y a des mesures extrajudiciaires. Au niveau de la justice, par exemple, on peut s'organiser pour que la personne ne soit pas connue, c'est-à-dire l'anonymat. Au niveau de l'extrajudiciaire, on peut trouver une maison pour la personne, comme on voit dans les films de la CIA, changer l'identité. Son adresse peut être l'adresse du commissariat. Et même dans les mesures judiciaires, il y a des mesures que le procureur seul prend pour aider la personne à pouvoir tenir. Au niveau des mesures judiciaires, il y a des mesures que le juge prend pour aider la personne par rapport aux procédures, pour que les procédures aboutissent. Et enfin, il y a des mesures même après la discussion. Je veux dire, si le procès aboutit et que la personne est condamnée, vous savez que quelqu'un qui va dénoncer la corruption risque de perdre son travail, un lanceur d'alerte. Et donc, à ce titre-là, il y a des mesures socio-psychologiques de suivi de la personne, d'aide financière, mettre ses enfants à l'école. Vraiment, l'État de Côte d'Ivoire est très loin. Et il faut le savoir. C'est pour cela que nous, Civis, nous, la garde citoyenne, nous, réseau ivoirien des leaders, on va à Gagnoa pour montrer aux populations qu'il existe des dispositions et que la corruption n'est pas une fatalité. Certains pays ont réussi à faire reculer la corruption en 10 ans. La Côte d'Ivoire est en train de faire reculer, mais on a besoin de tout le monde pour que ce fléau-là recule en Côte d'Ivoire. Alors, je rappelle que cette journée se tiendra le 11 juillet à Gagnoa. Quelles sont les grandes articulations de cette commémoration? Alors, l'Union africaine s'est rendue compte que 50 milliards, j'ai dit 50 milliards de dollars est perdu en Afrique chaque année. Et c'est à ce titre-là que l'Union africaine, en tant qu'organisation supranationale, a créé la Convention africaine de lutte contre la corruption que la Côte d'Ivoire a signée en 2011 et a paraphé en 2012. À ce titre, la Côte d'Ivoire a changé toutes ses lois avec l'ordonnance 2013-660, article 23, article 88 pour la société civile, article 24 pour les partis politiques, article 25 pour la presse, article 26 pour les médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces entités en Côte d'Ivoire, toutes ces organisations ont obligation, selon la loi, de lutter contre la corruption. Donc, chaque année, le 11 juillet, l'Union africaine nous appelle, nous tous, à réfléchir sur le niveau de corruption de notre pays, à réfléchir sur ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut de belles écoles, comme aux États-Unis? Est-ce qu'on veut des hôpitaux, comme en France? Est-ce qu'on veut des belles routes bien entretenues? Est-ce qu'on veut être riche dans ce pays? Est-ce qu'on veut être prospère? C'est une interrogation, voilà les enjeux. Chaque citoyen doit s'interroger. Et j'ajoute, avant cette journée, la belle information, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil des ministres, vient de promulguer la stratégie nationale de lutte contre la corruption il y a à peine 3 semaines. Donc cette année, c'est avec espoir. Nous allons à Gagnoa pour partager l'espoir que ce pays s'est donné les moyens. Le gouvernement seul ne pourra jamais mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Dans la loi, il est écrit à tel article, c'est les partis politiques, à tel article, c'est le privé, à tel article, c'est les médias, à tel article, c'est la presse, à tel article, c'est le citoyen lambda, à tel article, c'est les étudiants, et ainsi de suite. Donc, que les gens viennent nous écouter, que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire personnellement pour que ce fléau-là, qui est en train de nous tuer tous, recule en Côte d'Ivoire. Donc, voilà les premiers enjeux. D'accord, alors je comprends que cette commémoration va porter beaucoup sur des réflexions portant sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez un message à lancer à toute la population, de sorte à ce que cette journée soit vraiment bien accueillie par la population d'Abidjan, aussi celle de Gagnoa? Nous appelons la population à venir nous écouter pour comprendre le comment de la lutte contre la corruption. D'accord. Pour terminer, avant de vous laisser, pourquoi la ville de Gagnoa, rapidement? La ville de Gagnoa, parce que les jeunes ont voté. Le RIL, la garde citoyenne et Civis Côte d'Ivoire, ont trouvé utile de mettre sur le net, sur Facebook, 10 villes. Ok. Yamsokro, Gagnoa, Boisseau et autres. Et on a demandé aux jeunes et aux moins jeunes de voter la ville de leur choix. On vous dit que le 9 décembre, il y aura encore la journée internationale de lutte contre la corruption, qui est différente de la journée africaine. On mettra au vote une ville pour que la ville choisie, où les gens sont plus motivés, nous allons là-bas.
Merci beaucoup, Dr Christophe Kwame. Je rappelle que vous êtes le président de Civis Côte d'Ivoire et avec vous, nous avons échangé sur les enjeux de la commémoration de la journée africaine de la lutte contre la corruption qui se tiendra le 11 juillet à Gagnoa. Merci, monsieur. Merci. Merci, à très bientôt. À bientôt. Autre chose à présent, l'université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a servi de cadre pour la cérémonie de remise de certificats de fin de formation aux auxiliaires de gérontologie ce dimanche. Il s'agit des professionnels de l'accompagnement des dépendances des personnes du troisième âge. Cette deuxième promotion de 17 récipiendaires a reçu son certificat au cours d'une cérémonie. Le point avec Pierre Tebeu. Une poignée de main, un certificat, un sourire et une photo pour immortaliser l'instant. Ils sont 17, 16 femmes et un homme à faire partie de la deuxième promotion des auxiliaires en gérontologie. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation ce dimanche 7 juillet à l'université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, UACA. Une aventure que chacune a vécue personnellement et raconte avec émotion. J'ai choisi de faire la formation parce que ma mère, elle est vieille. À un moment donné, j'ai compris qu'en fait, on ne se comprenait pas beaucoup. Donc, quand j'ai entendu parler de la formation, je suis venue m'inscrire pour d'abord comprendre ma mère et puis au-delà, comprendre la personne âgée, l'accompagner. On a eu de la psychologie, on a eu franchement tout ce qui était déjà habituellement pour les autres caractéristiques de personnes, mais pour les personnes spécifiquement âgées. Donc du coup, ça nous a permis de comprendre vraiment des volets qu'on ne connaissait pas. On avait tendance à souvent diaboliser les vieilles personnes, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'est un trésor. C'est un trésor de les côtoyer et ça permet vraiment d'être établi, d'être stable, tout ça quand on les suit. Pourtant, encore méconnue, cette science s'installe progressivement dans notre société. Durant 9 mois, ils ont passé en revue les modules liés à la surveillance et à la prise en charge des personnes de troisième âge. Cette promotion a une lourde responsabilité, celle d'aider à participer à l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être des personnes vieillissantes. Nous comprenons là que la société est en train de vieillir et quelque part, les gens comprennent l'intensité du vieillissement au niveau des organes. Parce que le vieillissement, c'est un processus qui commence depuis la fécondation et qui se termine par la vieillesse. La vieillesse qui est donc la dernière étape de la vie. Donc après la vieillesse, c'est la mort, évidemment. Cette promotion a vraiment bien travaillé avec des encadreurs de haut niveau, des encadreurs qui connaissent leur travail. Il m'a été donné l'occasion d'aller leur rendre visite et j'ai appris beaucoup de choses dans les détails qui leur étaient donnés pour se mettre au service de la société, au service des autres. L'auxiliaire de gérontologie accompagne au quotidien en équipe pluridisciplinaire et en coopération avec les aidants familiaux, les personnes âgées dépendantes. Et au chapitre religion, du 6 au 7 juillet dernier, les chrétiens catholiques se sont joints à ceux de la paroisse Saint-Ambroise de Jubilé Cocody-Angré pour célébrer l'acte 2 de la 35e édition de leur rencontre spirituelle dénommée Kairos, organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale. Le Kairos signifie le temps favorable de Dieu, se présente comme un moment unique réveil spirituel dont l'impact est important pour la vie des fidèles chrétiens. Walter Kofi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 à 30, un verset biblique que les fidèles chrétiens ont exécuté lors de la 35e édition du Kairos. Le cœur chargé pour certains de chagrin, pour d'autres d'ambition, ils ont répondu nombreux à ce rendez-vous du Seigneur. Cette 35e édition du Kairos, signifiant le temps favorable de Dieu, a été marquée par des prédications sur l'attitude à adopter en tant que chrétien face aux difficultés de la vie. S'impose.
L'un des instants attendus de l'événement a été le marathon de prière dirigé par Abraham Marie, fondateur du Kairos. Son message est celui de l'espoir, de la guérison, de la restauration et de la consécration à Christ. À travers cette édition, le Seigneur voulait fortifier ses enfants et leur dire que chacun a une mission, chacun à son même niveau, chacun selon son travail, chacun selon sa conception, chacun selon sa culture, chacun selon son ethnie, selon son niveau d'études. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Ce n'est pas seulement des consacrés qui sont appelés des prêtres, prophètes et rois, mais c'est tous les chrétiens, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, tous ceux qui s'appellent chrétiens. Je dirais notre apostolat est un apostolat qui est une onction divine pour la jeunesse. Vous avez vu que c'est l'apostolat qui regroupe beaucoup plus de jeunes. Notre mission, c'est de permettre à ce que tous les jeunes s'adonnent vraiment à la gloire de Dieu. Notre jeunesse, c'est pour le Christ. Et cela, il va pour l'objectif de l'apostolat et la vision même de l'apostolat. Donc tout jeune comme moi, ou plus jeune que moi, nous sommes amenés à servir le Christ. Après 4 années d'interruption, le Kairos signe son grand retour et semble bien reparti pour retrouver son envergure. Notons que cette journée du dimanche du 7 juillet représentait l'acte 2 et l'apothéose de la 35e édition. À Yamsokro, le directeur régional des eaux et forêts, le colonel Bato Florent, a exhorté les populations à la reforestation en plantant des arbres. Et c'était ce vendredi dernier lors de la cérémonie de commémoration de la journée nationale de l'arbre sous le thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Comme dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro a célébré la journée nationale de l'arbre. Lors de cette commémoration, le colonel Bato a souligné la nécessité de cette journée, déclarant que la déforestation rapide menace les écosystèmes et les moyens de subsistance locaux. Il a exhorté la population à s'engager activement dans la plantation d'arbres pour lutter contre cette menace environnementale. Mesdames et messieurs, la célébration de la journée de l'arbre par la Côte d'Ivoire est une occasion spéciale visant à sensibiliser le public à l'importance des arbres et des forêts pour l'environnement et pour la vie humaine. À cet instant solennel de mes propos, je voudrais nous inviter à suivre les sillons tracés par le père fondateur de la nation moderne, je nomme Félix Houphouët-Boigny. Il avait déjà, par son génie créateur, posé les bases de l'avènement d'une ville verte, d'une ville durable que serait la ville de Yamoussoukro. Le schéma directeur de la cité laisse entrevoir un réseau important de parcs boisés tout autour et dans la cité de Yamoussoukro. Nous devons penser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Si nous pensons à eux, nous devons faire en sorte que cette ressource rare qu'est l'arbre, la forêt, nous devons faire en sorte que nous ne l'épuisions pas. En Côte d'Ivoire, la journée nationale de l'arbre qui a été instituée pour lutter contre la déforestation, promouvoir la reforestation et sensibiliser à l'importance des arbres vise à restaurer les écosystèmes, atténuer les changements climatiques, améliorer les moyens de subsistance et renforcer l'engagement communautaire pour un développement durable. Dans sa politique d'extension, le groupe Olam Agri a décidé d'ouvrir une usine dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la localité de Dibobli, porte d'entrée de l'ouest, qui a été choisie pour la réalisation de cette usine. En prélude à cette ouverture, les responsables de Olam Agri sensibilisent les producteurs sur les activités d'achat de fonds de taxes DVA dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'usine qui s'ouvre à Dibobli aura une capacité de 150 tonnes, nous témoigne Théodore Kanga. Venus des départements, sous-préfecture, villages et campements, les producteurs de DVA ont pris d'assaut la salle de réunion du conseil régional
du Cavali. Pour cause, une nouvelle ère de développement économique et social s'annonce dans les régions du Guémon et du Cavali. L'inauguration imminente d'une usine de transformation du latex par le groupe Olam Agri à Dibobli. Olam Agri, dans sa politique d'extension, est en train d'ouvrir une usine au niveau de la région de Diokwe, donc dans le Grand Ouest. Donc la première étape de cette ouverture-là consiste à enregistrer les planteurs qui vont constituer pour nous la base des données fournisseurs. Donc il était important de venir ce matin les rencontrer pour leur expliquer la politique d'Olam Agri, de sorte à avoir leur adhésion dans notre projet. Les responsables d'Olam Agri ont souligné l'importance de l'innovation et du développement durable dans leurs opérations. Ils prévoient d'intégrer des programmes de soutien réguliers qui récompensent les meilleurs producteurs tous les 6 mois. Cela marque un engagement fort envers l'autonomisation économique des communautés locales, notamment en facilitant l'accès à l'éducation et à la santé. Le programme Guasso, c'est un programme de fidélité de nos meilleurs planteurs qui se tient 2 fois dans l'année, le premier semestre et le second semestre. Donc nous avons 2 catégories de lots. Dans un semestre, nous récompensons toujours nos meilleurs planteurs, mais nous leur donnons des lots pour les aider à faire face à 2 périodes critiques. La première période, c'est la rentrée scolaire. Les autorités locales du Cavali et du Guémon ont chaleureusement accueilli cette nouvelle, espérant que la construction de cette usine mettra fin aux défis et aux difficultés rencontrées par les producteurs de ces régions. Je suis heureux de savoir qu'il y a un gros exportateur qui est arrivé dans la zone. Autrefois, il y avait d'autres acheteurs. Et donc aujourd'hui, l'arrivée de Olam est salutaire. Ouverture officielle qui aura lieu en août prochain, Olam Agri a lancé une campagne de sensibilisation intensive auprès des producteurs locaux. À San Pedro, l'on a commémoré la 33e journée internationale de l'enfant africain, organisée par la coalition des organisations d'enfants de San Pedro avec l'appui technique de l'ONG Charité Vie et le financement de Save the Children. Cette édition était placée sous le thème national « Une éducation inclusive et ou adaptée pour une meilleure protection des enfants en Côte d'Ivoire ». C'est la salle des fêtes des mariages de la mairie de San Pedro qui a servi de cadre pour la commémoration de la 33e journée internationale de l'enfant africain. Une journée organisée par la coalition des organisations d'enfants de San Pedro avec l'appui technique de l'ONG Charité Vie et le financement de Save the Children. Une rencontre pour rappeler au gouvernement ivoirien et à l'ensemble de la communauté nationale son engagement à mettre fin aux violations des droits de l'enfant et de lancer officiellement la mise en œuvre de son plan d'action 2024. Donc à travers cette commémoration, nous voulons, au-delà des enfants, interpeller les décideurs pour dire qu'aujourd'hui l'enfant devait être au cœur des politiques dans la mesure où les enfants représentent l'avenir. Et donc si ces enfants-là n'ont pas une bonne formation, n'ont pas une bonne éducation, il va sans dire que c'est le pays qui va en pâtir. Commémorer cette journée-là est pour nous le lieu d'interpeller les gens, d'insister pour que les infrastructures soient créées, pour que le cadre soit créé, pour que nous ayons une éducation crédible pour nos enfants. Cette édition 2024 de la Journée internationale de l'enfant africain est placée sous le thème national « Une éducation inclusive et adaptée pour une meilleure protection des enfants en Côte d'Ivoire ». L'objectif est de permettre aux enfants d'exprimer leur point de vue et leurs solutions sur les questions de droits de l'enfant qui les concernent dans les médias et dans les espaces de décision. Nous voulons que nos droits soient respectés et que nos amis, les handicapés, puissent aller à l'école aussi. Dans notre approche de tous les jours, nous disons que chaque enfant est né égal aux autres. Il faut éviter de faire des distinctions entre les enfants. Quel que soit l'handicap, le ministère met en place des structures et nos agents sont formés pour que les enfants puissent surmonter cet handicap-là et qu'ils deviennent des adultes de demain et des futurs cadres de demain. La Journée internationale de l'enfant africain offre l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants africains et de défendre leurs droits.
Action informative du Parlement local, c'est le nom de la nouvelle ONG qui va servir de canon de communication entre les populations de l'Assemblée nationale et contribuera à aider les élus en relayant leurs décisions sur l'étendue du territoire dans les langues locales. Une conférence de presse a eu lieu le week-end dernier à Bundiali, dans la Bagoué, afin de marquer sa présence, mais aussi expliquer à l'opinion ses motivations, ses objectifs, sa vision et ses stratégies. Le reportage est signé Ouattara Daouda. En Côte d'Ivoire, les lois qui influencent directement divers aspects de la vie quotidienne sont souvent votées sans que le public ne comprenne pleinement leur contenu ou leur explication. Un citoyen méconnaissant des lois est un danger pour lui-même, pour la société et une proie pour les autres. Ils sont combien aujourd'hui qui se retrouvent en prison par l'ignorance ou méconnaissance des lois votées à l'Assemblée nationale? Un incalculable nombre. Action informative du Parlement local vise à sensibiliser la population sur les lois votées à l'Assemblée nationale et répond à un besoin crucial d'information, de transparence et de participation citoyenne. Elle contribuera à construire une société mieux informée, engagée et démocratique, où les citoyens sont pleinement conscients de leurs droits et devoirs. Le travail parlementaire est un travail complexe, pas aisé. Informer un peu plus de 60 ethnies où nombreux ne sont pas là à l'école, ce n'est pas un travail facile. Il y a combien de jeunes, braves valides, qui peuvent aider le pays, qui sont aujourd'hui en prison par l'ignorance? Il y a combien qui sont victimes aujourd'hui par l'ignorance de nos lois? Et il y a combien qui sont morts? Non incalculables. Voici les raisons qui ont poussé cette jeunesse à créer. Même ici chez nous. L'ONG s'engage à relever les défis à travers des actions explicatives des lois aux populations, car elle va servir de pont entre le peuple et les deux chambres parlementaires, facilitant un dialogue constructif et productif, d'où sa volonté de s'afficher sur la place publique. C'est tout le sens de cette conférence de presse ce jour à l'hôtel communal de Bundiali, région de la Bagoué, pour non seulement marquer sa présence, mais aussi expliquer à l'opinion ses motivations, ses objectifs, sa vision et ses stratégies pour atteindre son but. À la fin de cette conférence de presse, des familles ont été informées et sensibilisées sur certaines lois, comme un avant-goût de leur activité. En image pour terminer, la Société financière internationale a approuvé un prêt de 15 millions de dollars au profit du fabricant de vêtements Sri Lankais Star Garments, constitué d'un prêt de 7,5 millions de dollars fourni par la SFI sur son propre compte et d'un second prêt subordonné du même montant accordé par une institution partenaire. Ce financement permettra la construction d'une nouvelle usine de fabrication de vêtements au Togo par l'intermédiaire d'une filiale nouvellement créée. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.